Les wesh, il faut absolument qu'on parle de ce qui s'est passé ce matin au tribunal. On entame le 7e jour du procès et franchement, des révélations bouleversantes tombent les unes après les autres. Comme toujours, je vous rappelle que tout ce qu'on va aborder ici vient des notes sténographiques. Pas de caméra, pas de micro dans la salle. Donc on travaille à partir de la retranscription brute et je vais vous en faire un résumé aussi fidèle que possible. Et bien sûr, un grand merci à la source de ces transcriptions. C'est grâce à ce travail que vous pouvez être informé de ce qui se passe à huis clos. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous expliquerai comment la défense a tenté de contrer les témoignages, ce qui a été accepté ou non, et ce que ça peut changer pour la suite du procès. On y va. Avant même que le jury entre, la défense s'est opposée à un témoin. David James. Ils ne veulent pas qu'il parle d'un ancien incident impliquant un certain personnage célèbre du monde de la musique. Ils disent que c'est vieux, hors sujet. Mais le juge les coupe direct en disant que ça ressemble juste à une tentative de précontraindre le témoin. En clair, il donne son feu vert pour l'audience. David James, ancien assistant personnel, est appelé à la barre. Il avait déjà commencé à témoigner la veille, mais cette fois, le ministère public entre dans le dur. Première question, est-ce qu'il a été témoin de violences physiques entre son patron et Cassie? Il dit non. Rien vu directement. Mais très vite, les questions deviennent plus précises. On lui parle d'un article sur Internet. Il se souvient très bien du moment. Après une sortie en club, son patron est rentré furieux. Il disait que des gens inventaient des histoires sur lui. Il aurait été accusé d'avoir frappé Cassie en public. Et ce soir-là, il a fait quelque chose que David n'oubliera jamais. Il a fouillé son historique Internet. Il ajoute qu'aucun autre employeur ne lui avait jamais fait ça. Le procureur continue. Est-ce qu'on lui a déjà demandé de faire des choses précises pour Cassie? David répond que oui, notamment lui apporter à manger à l'hôtel, du Roscoe's, un fast-food bien connu à Los Angeles. Ensuite, on bascule à New York. David raconte qu'il devait apporter tout un tas d'affaires à son patron. De la compote, de la gelée, de l'eau, un sac spécial rempli de produits. Il cite même un kit de soins capillaires. Et tout ça pour éviter les appels tard dans la nuit. Il avait même une clé spéciale comme dans un hôtel de luxe. Il parle aussi d'un sac médical qu'il préparait lui-même, dans un sac de marque. Ce sac contenait, selon lui, des médicaments comme du Viagra, de l'ecstasy et parfois même du Percocet. Et pour s'en procurer, il utilisait sa propre carte bancaire. L'entreprise le remboursait ensuite. On lui demande qui faisait ces remboursements. Il mentionne un nom, un ancien responsable de la sécurité. Apparemment, c'était une pratique connue et approuvée en interne. Puis on lui demande si son patron séjournait seul à l'hôtel. Il dit que non, jamais. Il était souvent avec Cassie ou avec d'autres femmes. Et oui, il recevait régulièrement des textos pour aller lui chercher à manger ou lui apporter des objets. C'est là qu'il raconte un épisode étrange. À Miami, on lui demande d'aller récupérer un iPod dans une villa. Il se rend à l'hôtel avec la clé. Il entre. Personne ne répond. Dans la chambre, Cassie est allongée. La douche est ouverte. Et quelqu'un d'autre est là, visiblement nu, qui se faufile discrètement hors de la pièce. Le procureur lui demande qui était cette personne. David décrit un homme grand, cheveux longs, sexe visible, mais il précise qu'il ne posait pas de questions. Ce n'était pas son rôle. Ensuite, le sujet des drogues revient sur la table. A-t-il déjà acheté des substances pour son patron? Il répond que oui, parfois même sous son propre nom à la pharmacie. A-t-il donné l'autorisation pour utiliser son nom? Il dit ne plus s'en souvenir. Puis on lui demande s'il y avait un fournisseur régulier. Il dit que oui, et que son patron voyait toutes sortes de gens, y compris un ancien président des États-Unis. Le procureur demande lequel. Il répond Obama. À ce moment-là, la défense tente une objection. Rejeté. On lui demande alors ce qu'il risquait s'il refusait d'obéir. Il dit clairement, il aurait perdu son emploi. Et là, on entre dans une autre dimension. Les tests au détecteur de mensonges. Oui, il en a passé un. Seul dans une pièce avec un agent, câblé de partout, tête, torse, main. Et non, il ne pouvait pas refuser s'il voulait garder son travail. Il raconte qu'il a dû en repasser un autre lorsqu'une montre a disparu. L'agent lui a dit qu'il avait l'air stressé. Il a répondu « Évidemment que je le suis ». Il cite même une autre personne de l'équipe qui a dû subir le même test pour prouver qu'elle n'avait pas volé un bijou. C'est à ce moment qu'on évoque l'incident du MS Dinner. David raconte qu'il était dans un 4x4 pour aller chercher à manger. Un autre membre de l'équipe reconnaît une figure célèbre du milieu hip-hop. Mais l'homme ne les reconnaît pas. Puis tout s'accélère. Plusieurs véhicules noirs les encerclent.
Quelqu'un montre une arme. Ils repartent en vitesse. De retour à la maison, ils voient Cassie en larmes. Son patron s'installe dans une voiture, avec 3 armes sur les genoux. David dit qu'il s'est senti étrangement rassuré parce qu'ils avaient changé de voiture. L'autre véhicule était trop visible. Il précise que ce jour-là, il a pris une décision claire, quitter son poste. On lui a proposé d'autres fonctions. Il a refusé. Il avait peur pour sa vie. Le contre-interrogatoire commence. La défense entre en scène, prête à semer le doute. Première attaque. Vous n'avez pas tout raconté la première fois, n'est-ce pas? David ne nie pas. Il dit qu'on lui a clairement dit de ne pas dire quoi que ce soit qui pourrait nuire à son patron. Il obéissait, simplement. La défense insiste. Elle lui demande de relire ses anciennes déclarations. Il le fait en silence, puis relève les yeux. On sent la tension. Comment avez-vous reconnu la personne dont vous parlez ce soir-là? David répond calmement. Je suis amateur de hip-hop. Je connais bien les visages de ce monde-là. On lui demande ensuite s'il avait consommé quoi que ce soit ce soir-là. Non, rien du tout. Et votre esprit était clair après avoir travaillé 20 heures d'affilée. Aussi clair que possible, à 4 heures du matin. La défense revient sur la scène avec les SUV. Elle cherche une faille. Vous avez laissé votre collègue seul dans le restaurant? David sourit. Non. Vous imaginez bien qu'on n'allait pas faire ça dans une situation pareille. Ensuite, on lui demande s'il savait d'où venaient les armes. Il répond franchement. Il ne savait même pas qu'il y en avait avant de les voir. C'est quand même un virage radical dans vos fonctions, non? David lâche un petit rire. On peut dire ça, oui. La défense tente de le pousser sur un autre terrain. Vous bénéficiez d'une immunité aujourd'hui, n'est-ce pas? David esquive. Posez la question à mon avocat. On a un accord, disons, spécial. On lui demande ensuite à qui il a parlé de toute cette histoire. Il répond qu'à sa femme. Pas à la presse. Pas à des amis. Juste elle. Puis la défense lui demande. Vous avez vu les procureurs ce matin? Oui, brièvement. Et l'incident du restaurant a-t-il été évoqué pendant cette rencontre? Pas à ma connaissance. L'audience réagit légèrement. On sent que la salle est captivée par cette joute verbale. Le ton se détend quelques secondes. Parlez-nous de votre style. David laisse échapper un petit rire. Apparemment, j'ai un style, oui. Changement de sujet. On passe à ses déplacements professionnels. Où êtes-vous allé avec votre ancien patron? Ibiza, Londres, Saint-Tropez? Vacances ou travail? Officiellement, j'étais en lien avec ses contacts. En réalité, j'étais son assistant. Il explique que l'ambiance était souvent légère en apparence, mais que tout devait être parfaitement sous contrôle. Son rôle, que tout soit prêt à tout moment. On lui demande si son patron était ponctuel. Il répond non. C'est le monde qui s'adaptait à lui. Il avait besoin de protection? Oui, même pour aller acheter un hamburger, on devait prévoir. Puis la défense demande. Était-il chaleureux avec les gens? David fait une pause. Je n'utiliserai pas ce mot-là pour le décrire. On lui demande s'il signait des autographes. Jamais vu ça. Ensuite, on revient sur la vie de studio. On lui demande à quelle heure se terminaient les sessions. Souvent à 3 ou 4 heures du matin. Et j'étais toujours là. On l'interroge sur les objets fétiches de son patron. Il évoque le ketchup, la compote. Un détail revient souvent. Et puis, il y a des objets plus intimes. Préservatifs, huile, produits spécifiques. Mais on n'en parlait pas dans les notes de frais. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas laisser de traces. Il me disait de payer avec ma carte et de garder ça discret. On revient sur une soirée à Saint-Tropez où il aurait acheté de la drogue. Il dormait à ce moment-là. Je ne lui ai rien dit. Puis autre tournant, sa relation avec un homme nommé Roger, une figure clé dans leur entourage. On appelait l'équipe Bad Boy une famille. Et sa mission dans cette famille? Veiller à son bien-être. Un peu plus tard, il est question d'une cuisinière employée dans la maison. Relation professionnelle. Mais un incident s'est produit. La défense tente. Vous l'avez étranglé? Objection du procureur. Accepté. Le juge intervient. Mais on revient sur la scène. Il explique qu'il lui a attrapé les poignets pour l'arrêter pendant une dispute. Je lui ai dit de rester à sa place. Le patron a été mis au courant. Il m'a convoqué et m'a dit « Tu ne touches pas les femmes. Tu vas t'excuser et lui faire un cadeau. » David a roulé un joint et le lui a offert. Il pense qu'elle l'a bien pris. La défense enchaîne les questions. Cette fois, elle veut des détails sur une autre scène. Vous étiez en voiture avec votre patron. Qui d'autre était là? David répond. Chris Lightley était avec nous. Avez-vous déjà pris de l'ecstasy pendant le travail? David précise. En soirée, oui.
mais pas pendant les heures où j'étais actif en tant qu'assistant. Il y avait de la drogue autour, oui, surtout en studio. C'était un environnement créatif. Mais moi, je ne consommais pas pendant mes heures. Mais la défense lui rappelle un événement bien précis. Un soir, alors qu'il pensait que son patron était parti dormir, il s'autorise à fumer. Je croyais qu'il était rentré. J'ai allumé un joint. Il le surprend. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Si t'es assez mec pour fumer, sois assez mec pour le dire. David répond qu'il fumait, en effet. Il m'a dit que si je recommençais, il me tirerait dessus. Le silence dans la salle est pesant. Même le juge semble marqué. Puis la défense revient sur un épisode impliquant deux femmes. Et les deux prostituées, le procureur s'oppose. Objection pour motif de pertinence. Rejeté. David raconte. L'une d'elles a demandé 200. J'ai appelé bon. J'étais confus. Elle a demandé à prendre une douche. J'ai dit que ce serait 200 de plus. Un rire étouffé se fait entendre dans la salle. Pause dans le procès. On reprend. Cette fois, c'est un nouveau témoin qui entre. Une femme, la cinquantaine, s'assoit. Elle se nomme Regina. C'est la mère de Cassie. Le procureur l'interroge doucement. Où habitez-vous? New London, Connecticut. Combien d'enfants avez-vous? Deux, Rodrigo et Cassandra. Qui est Monsieur Combs pour vous? Il était en couple avec ma fille. Elle explique qu'ils se sont rencontrés en 2006, lorsque sa fille a signé un contrat avec son label. Peu après, ils ont emménagé ensemble à Los Angeles. Le procureur sort un message imprimé. Lisez ce message daté de décembre 2011. Elle lit à haute voix, les mains tremblantes. Maman, il m'a menacé de publier une sextape. Il a aussi dit qu'il ferait du mal à Mr. Scotty. Silence. Puis le procureur demande. Qu'avez-vous ressenti en lisant ça? Elle baisse les yeux. J'étais malade, effondrée. Elle explique que l'homme exigeait une somme d'argent censée couvrir des pertes causées par Mr. Scotty. Elle et son mari ont dû contracter un prêt bancaire pour payer cette dette, sous menace de diffusion de la vidéo. Pourquoi avez-vous accepté ce prêt? Pour protéger ma fille. Le procureur dépose un classeur près d'elle. Vous reconnaissez ces photos? Elle ouvre. Ses yeux s'humidifient. Ce sont des bleus sur le corps de ma fille. C'est moi qui ai pris ces photos. On évoque maintenant une certaine Mia, qui travaillait aussi pour lui. Elle raconte une scène dans la cuisine. Tout le monde riait, mais dès que son patron est entré, Mia s'est figée net. Le ton monte à nouveau. Et en août 2006, vous avez appelé la police? Oui, il avait volé le téléphone de Cassandra. Ils se disputaient violemment dans la rue. Elle vivait au 17e étage. La scène s'est déroulée au rond-point, devant l'immeuble. Elle cite aussi un certain D-Rock, présent ce jour-là. Elle raconte avoir tenté de le frapper. Lui, en retour, aurait pris la voiture de sa fille, une Jaguar. Le procureur tente de continuer, mais on sent que le témoignage touche un point de rupture émotionnelle. Les mots se font plus flous dans la transcription, certains détails restent suspendus. Et là, quelque chose d'inattendu. Aucune question de la défense. Aucun mot. Aucun effort pour décrédibiliser ce témoignage. Silence total. Pas une remise en question de ce qu'elle vient de raconter. Le ministère public appelle le témoin suivant. Un homme entre dans la salle. Démarche assurée, il s'assoit. Il s'appelle Sherry A. D'où venez-vous? Harlem, New York. Quel était votre métier? Danseur exotique. On m'appelait le Punisher. Reconnaissez-vous ces deux personnes? Il hoche la tête. Oui, Monsieur Combs et Cassie. Pourquoi avez-vous été engagé en 2012? Pour créer une scène érotique pour eux. Les photos sont montrées à la cour. Le procureur demande d'où vient son surnom. Il raconte qu'on l'appelait ainsi quand il jouait au basket dans un terrain célèbre à New York. C'est resté. Puis il détaille la première réservation. Minuit, Trump Tower, près de Central Park. J'ai cru que c'était une fête. Mais non, il n'y avait que deux personnes. Quand il entre, Cassie l'accueille. Peignoir, perruque, rien dessous. Elle explique ce qu'elle attend de lui. Il voulait recréer une scène, avec de l'huile pour bébé. Elle lui donne 800 $. Il décrit la pièce. Lumière tamisée, bougies électriques, bol d'eau, plusieurs bouteilles d'huile. Puis elle lui demande de ne pas regarder son mari à son arrivée. Et là, il entre. Numbéré, mais le visage à peine visible. Il portait un voile, comme celui d'une femme musulmane selon ses mots. Il tenait une bouteille de lubrifiant. David confirme qu'il connaît ce produit. Il l'utilise lui-même. Il reconnaît même la couleur du bouchon. Le procureur poursuit l'interrogatoire. Comment s'est terminée la scène ce soir-là?
Sherry marque une pause. Il explique que, lorsque tout était prêt, Cassie et son mari sont allés dans une autre pièce. Environ 20 minutes plus tard, elle est revenue seule. Elle lui a demandé s'il voulait terminer le travail, comme elle dit. Il a refusé. Il n'était pas à l'aise. Elle lui a répondu que si lui était satisfait, alors elle aussi. Avant de partir, elle lui a glissé un peu plus d'argent dans la main. Le procureur lui demande s'il a réitéré ce genre de service. Oui, environ une douzaine de fois. À chaque fois, les instructions étaient similaires. Il devait venir seul, à des heures très précises, ne regarder personne dans les yeux et se tenir prêt à obéir à ce qu'on lui demandait. Il dit qu'il a ensuite reconnu l'homme via les réseaux sociaux. Il le suivait sur Instagram à l'époque. C'est comme ça qu'il a fait le lien définitif. Fin du témoignage. La salle est silencieuse. Personne ne bouge. Le juge annonce une pause. Et c'est là que le 7e jour d'audience se termine, sur cette accumulation de récits intimes, brutaux, presque irréels, mais toujours livrés avec des détails si précis qu'on ne peut que s'interroger sur ce qui reste encore à découvrir. On sent que quelque chose se passe dans cette salle, que le climat change. Les jurés sont plus concentrés, plus tendus. Les visages ne trahissent plus rien. Même les avocats semblent s'ajuster, comme s'ils réalisaient que certaines barrières venaient de tomber. Et maintenant, on attend la suite. Mais une chose est sûre, ce qu'on a entendu aujourd'hui, ce n'est pas simplement un enchaînement de témoignages. C'est une plongée directe dans un univers où le pouvoir, le contrôle et le silence étaient les seules règles. Alors, restez bien connectés, parce que ce procès n'a pas fini de faire parler. Quand l'audience reprend, l'ambiance est différente, plus pesante, comme si chacun dans la salle savait que ce procès avait franchi un point de non-retour. Le procureur se lève à nouveau, il s'adresse au juge, puis appelle un nouveau témoin. Mais cette fois, pas de célébrité, pas de figure connue. Un membre du personnel d'un ancien hôtel où le couple séjournait régulièrement. Il se présente. Il travaillait à la réception, mais aussi parfois comme responsable des services spéciaux. En d'autres termes, il gérait les demandes hors standard de certains clients très fortunés. Le procureur lui demande: Avez-vous déjà eu à répondre à des demandes spécifiques provenant de cet homme? Il acquiesce. Oui, des demandes très détaillées, parfois plusieurs fois par jour. Pouvez-vous donner un exemple? Il cite un jour en particulier où on lui avait demandé de faire livrer, dans la suite, 2 bouteilles d'un alcool rare, 3 boîtes d'un gel intime bien précis et des draps propres toutes les 2 heures. Il raconte avoir aussi vu plusieurs fois des employés de l'hôtel refuser de monter certains colis dans la chambre, par crainte de leur contenu ou de l'attitude du client. Le procureur lui demande alors s'il a déjà vu le personnel se plaindre. Oui, mais la direction nous disait de ne rien dire. Ce client était considéré comme intouchable. On sent la gêne dans la salle. C'est un témoignage court, mais lourd de sens. Encore une fois, la défense choisit de ne poser aucune question. Et cela en dit long. Puis, sans transition, le ministère public annonce vouloir présenter des éléments visuels. Ce sont des extraits de vidéos récupérés auprès d'un ancien vidéaste qui travaillait régulièrement pour la star. Ce dernier n'est pas présent aujourd'hui, mais a fourni des déclarations écrites. Ces vidéos, d'après le procureur, montrent certaines soirées privées, dans lesquelles on aperçoit brièvement plusieurs des témoins déjà entendus. Le juge autorise une description verbale, mais interdit la diffusion au jury tant que l'authenticité des images n'est pas validée. Un huissier lit alors le descriptif à voix haute. Dans l'une des vidéos, on voit une fête dans une villa, avec une dizaine de personnes. Cassie est identifiable. À un moment, un homme lui verse un liquide sur les épaules pendant que d'autres regardent. Une autre vidéo montrerait l'arrivée d'un danseur costumé, les mêmes éléments mentionnés par Sherry Hay, huile pour bébé, lumière tamisée, instructions chuchotées. Et puis un extrait très court, seulement quelques secondes. On y entend une voix masculine dire: Ce que tu fais ce soir, tu le feras comme si c'était la dernière fois. Sinon, demain, tout le monde verra. Pas d'image claire. Seulement un couloir sombre, un reflet sur une vitre. À la fin de la lecture, l'effet est immédiat. Même les visages les plus fermés de l'assistance montrent un micro-frisson. Le juge annonce une suspension. Et c'est sur cette note que se referme le 7e jour d'audience. Pas avec une explosion spectaculaire, mais avec une accumulation lente et méthodique de pièces qui semblent, une à une, construire un puzzle trop précis pour être ignoré. Personne ne sait encore si tout cela tiendra devant le jury, ni comment la défense compte rebondir. Mais une chose est certaine, le silence, lui, ne sera plus possible. Les témoins parlent.
Et les murs de la salle d'audience, eux, commencent à se souvenir. Maintenant que cette journée d'audience est terminée, on peut prendre un moment pour respirer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est loin d'avoir atteint le sommet de cette affaire. En fait, on est à ce moment très particulier d'un procès où les pièces du puzzle ne tombent plus au hasard. Elles sont posées avec méthode, avec stratégie, et chacune commence à faire écho à la précédente. Ce que le ministère public fait ici, c'est construire une narration. Et ils ne le font pas n'importe comment. Ils prennent leur temps, ils laissent les témoins raconter les détails du quotidien. Un iPod oublié, une commande de poulet, un sac Vuitton rempli de médicaments. Ce sont des choses banales en apparence. Mais ensemble, elles créent une ambiance, une logique, une structure qui rend les accusations crédibles. On n'est pas dans un simple cas de violence ou d'abus isolés. Non. Ce que la Cour commence à percevoir, c'est un système. Un système où tout le monde avait un rôle. Le chauffeur qui ferme les yeux, l'assistant qui achète sans poser de questions, la mère qui paie pour protéger sa fille, le danseur qui reçoit des instructions nocturnes, et tous ceux qui savaient, mais qui se taisaient, jusqu'à maintenant. Et pourtant, malgré la gravité de ce qu'on entend, la défense reste presque silencieuse. Pas de contre-attaque frontale, pas de remise en cause des témoins clés. Parfois, même pas une seule question. Pourquoi? Stratégie? Attendre de leur moment pour frapper plus fort? Ou simplement, plus grand-chose à dire face à ce qui est mis sur la table? Quoi qu'il en soit, ce silence commence à peser lourd, très lourd. Et la grande question qui plane maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils vont sortir pour rééquilibrer tout ça? Parce que si le ministère public continue sur ce rythme, avec ce niveau de précision, ce procès risque de basculer définitivement. Les prochains jours vont être cruciaux. De nouveaux témoins sont attendus. Peut-être des noms encore jamais cités publiquement. Peut-être même des enregistrements audio ou des documents internes. Ce n'est pas confirmé, mais ça bruisse en coulisses. Et si vous me demandez mon avis, je dirais qu'on n'a encore rien vu. Ce qu'on a entendu jusqu'ici, aussi choquant soit-il, ce n'est que la surface visible d'un système beaucoup plus profond. Et c'est pour ça que je vous le dis maintenant. Abonnez-vous, activez les notifications, ne ratez rien. Parce qu'au rythme où vont les choses, la vérité pourrait bien tout emporter sur son passage. À très vite pour la suite.